13h30 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal éliminatoire Gabon 2017. Les léopards de la République démocratique du Congo s'envolent pour Bangui sans fausse note aujourd'hui. Ils rencontrent demain le fauve de Bassou Bangui de la Centrafrique pour le compte de la deuxième journée. Les réalisations du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancelon ont été inspectées vendredi par le comité de pilotage. Une inspection qui intervient après le rapport présenté par le groupe LR. Assure également dans cette édition du journal les explications au sujet du report s'inédit du meeting prévu pour ce samedi par le Front populaire. Les organisateurs du dit rassemblement évoquent des raisons de sécurité non assurées. Merci de rester avec nous. Vous le savez, le Front populaire avait prévu de tenir un meeting ce samedi 5 septembre dans la commune de Limba. Le rendez-vous est reporté pour une date ultérieure. Jean-Pierre Lissanga Bonganga justifie ce report par des mesures sécuritaires qui ne sont jusqu'ici pas réunies. En attendant la rencontre prévue avec le gouverneur de la ville le mardi prochain, le modérateur de cette frange de l'opposition rassure quant à l'effectivité de ce rassemblement qui vise à sensibiliser la population sur la tenue du dialogue politique entre Congolais. On l'écoute au micro de Constantin Tamboué. Quel était le contenu de notre meeting? Notre meeting devait se baser essentiellement sur l'opportunité de la tenue du dialogue comme soutient le président Tshisekedi, c'est-à-dire sous la médiation internationale. En tant qu'une opposition responsable, nous avons dit nous serons à ces rendez-vous, raison pour laquelle nous avons répondu au gouverneur. Nous avons répondu au gouverneur que le mardi 8 septembre à 14h, une délégation du Front populaire répondra à cette invitation. Mais toutefois, nous avons informé le gouverneur que nous tenons à organiser notre meeting. Le comité de pilotage de Daipen a constitué la matière à réflexion grâce à sa visite d'évaluation du rapport lui présenté par le groupe LR. Au-delà de l'inspection, la forte délégation a visité les services du DICIT. Il en découle des promesses du ministère de l'Agriculture. C'était une leçon du comité de pilotage de Daipen sur le terrain pour examiner le rapport du LR Group du mois de juillet. Les experts étaient venus de partout, présidence, primature, ministère de l'Agriculture, économie, affaires foncières, portefeuille, industrie et budget. L'équipe a eu matière à réflexion comme le souligne le ministre de l'Agriculture. Nous sommes venus sur le terrain avec les membres du comité pour se rendre compte du niveau de réalisation de ces projets par rapport à la situation qui nous a été présentée par LR Group. Bon, et aussi faire l'audition des rapports des membres du comité d'experts. Nous avons reçu ces rapports. Le comité s'en approprie. Nous allons analyser et après nous allons tenir une réunion avec LR Group pour leur dire ce que nous avons constaté aujourd'hui. Après la descente, c'était la visite par cette équipe de différents services du site. Elle a promis des analyses approfondies à la prochaine rencontre qui s'annonce imminente. Une autre visite, c'est celle de la sous-secrétaire des Nations Unies aux Affaires humanitaires, Kyungwa Kang, était face à la presse avant de quitter les sols congolais. Au cours de sa conférence de presse, elle a dressé le bilan de son séjour, une visite qui avait pour objectif, je vous le rappelle, d'attirer l'attention des partenaires et donateurs à mobiliser plus de ressources pour relever les défis humanitaires en République démocratique du Congo. Patricia Panson. Ma visite ici en RDC est donc vise à remettre l'attention, remettre le focus sur la RDC qui demeure une des crises les plus graves, afin de mettre l'attention sur des besoins humanitaires qui sont encore aigus. L'attention et le soutien que nous avons reçu par le passé n'est plus le même. Cette attention se traduit à travers le financement. J'ai été dans le camp de Mugunga 3 à Goma
Et dans ce camp, seulement les personnes les plus vulnérables reçoivent 50% des rations alimentaires qu'elles devraient recevoir. C'est juste un exemple de la baisse des moyens que nous avons pour pouvoir So while we see the improvement, there is so much more work that humanitarians need to continue to undertake in this country. Propos recueillis par Patricia Panzou. C'était une visite d'inspection qu'a effectuée la sous-secrétaire des Nations Unies aux Affaires humanitaires au centre de santé de Mugunga 3 au Nord Kivu. Il s'agit du centre qui accueille des malades du camp qui abrite les réfugiés burundais. L'Est de la RDC retrouve petit à petit la paix après une décennie d'instabilité causée par des conflits armés. Malgré les efforts consentis pour restaurer la quiétude, les conséquences sont encore perceptibles. Comme ce camp de déplacés internes, Mugunga 3, situé à 15 km à l'est de la ville de Goma, qui héberge plus de 5000 personnes dans des conditions inhumaines. Des personnes qui ont fui les attaques des groupes armés dans leur zone d'origine et aussi ceux qui sont sortis des sites spontanés fermés sur décision du gouvernement congolais. Ici, l'état de vulnérabilité est visible. L'on retrouve des personnes vivant avec handicap, mais aussi des personnes de troisième âge qui ne comptent que sur la ration des ONG qu'ils jugent insuffisante. Il vit ici au camp de Mugunga 3, il reçoit la ration PAM, taille in, par taille on donne 6 kg de farine. Les 6 kg de farine s'épuisent tôt et puis il ne sait plus comment vivre. Tel qu'il est là, il vient de faire 3 jours sans manger. Elle est souvent violée et les hommes l'abandonnent enceinte. Elle était venue de Kisigari, elle fait 3 ans ici au camp. Elle circule le long de la route pour mendier. Et là, ceux qui ont la bonne volonté l'aident et puis elle donne aux enfants à manger. Ces vulnérables ont des attentes, entre autres celle d'être soutenus et de regagner leur territoire. J'ai fait 8 ans dans ce camp. Nous sommes venus ici à cause de la guerre chez nous à Rutshuru avec Laurent Kunda. Certains d'entre nous craignent de rentrer chez eux, retrouver leur champ de peur de se faire tuer. C'est pour ça qu'on attend toujours ici, que les autorités fassent un effort pour que nous puissions rentrer chez nous et qu'elles prennent en charge nos besoins ici dans le camp. Nos bâches sont déchirées, nous manquons de nourriture. En séjour à Goma, dans le Nord Kivu, la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des questions humanitaires a déploré cette situation en indiquant que Mugunga 3 est un camp où les conditions sont les plus difficiles. Elle a pour ce faire sollicité une grande mobilisation des ressources afin de répondre aux besoins de ces réfugiés. Nous sommes tombés d'accord sur un cadre de discussion régulier entre les humanitaires et les autorités de la province afin de trouver les solutions idoines à cette situation, même si il pourrait avoir certaines différences. Je suis confiant que les autorités vont faire tout leur possible pour qu'en fait on s'accorde une solution qui respecte la dignité des personnes. Effectivement, c'est une situation qui est assez critique. Les personnes ici qui reçoivent une nourriture sont les personnes les plus vulnérables et c'est dû en grande partie au fait que nous avons moins d'argent. Et ce n'est pas une situation qui affecte seulement le Congo, mais c'est toutes les crises humanitaires à travers le monde. Il y a un déficit financier, mais je vais en parler avec les partenaires lorsque nous rentrons sur Goma. Dans ce camp, Kyungwa Kang a visité une savonnerie tenue par les déplacés. Elle a également échangé avec les femmes de cette communauté. Restons dans cette partie du pays pour parler infrastructure. Le territoire de Lubero dispose désormais d'un nouveau bâtiment administratif construit sous financement propre du gouvernement provincial. Il a été remis officiellement hier par le gouverneur de la ville. Peint aux couleurs du pays, ce bâtiment contenant 25 bureaux, une salle de conférences et 4 toilettes a été inauguré par le duo Julien Palukukaongia et Marcelin Tichambo, respectivement gouverneurs du Nord et Sud Kivu. Un vrai motif de satisfaction pour l'administrateur de Lubero. Excellence, monsieur le gouverneur, d'aucuns se rappellent toutes les fois que vous passiez ici, vous promettiez l'achèvement des travaux de ce bureau. Vous venez de faire preuve de la détermination et vous êtes un homme de parole. L'homme à l'œuvre.
L'administration de ce territoire est vraie dans ces vieux bâtiments construits par les Belges vers les années 1927. Mais Julien Paloukou voit en ces nouveaux bâtiments un vrai sens de modernisation. Alors je suis heureux que les Belges seront invités demain pour qu'ils viennent témoigner qu'il y a des Congolais qui se sont réjouis de ce qu'ils ont fait. Et que demain, si les Belges veulent revenir, qu'ils viennent désormais travailler dans ce bureau. Pas comme administrateur, mais comme consultant ou comme coopérant. Donc nous sommes heureux d'arriver ici et nous avions promis que ce bureau, nous devrions l'achever. Nous avons inscrit ce budget, ces moyens, au budget de l'État. Les députés nous ont donné les fonds par l'édit provincial et nous les avons mobilisés pour les affecter ici. Plus de 100 000 $ ont été affectés ici. Je voudrais remercier la MONUSCO qui nous a aidés à l'équipement informatique. Dans son discours en Swahili, le gouverneur Tchambo du Sud Kivu en a profité pour appeler la jeunesse à œuvrer pour la paix, afin de voir le vrai développement de leur entité. Un diplôme d'honneur a été octroyé par les jeunes de Lubero au gouverneur Julien Paloukou pour son sens de développement. Processus électoral, on en parle dans cette édition du journal. L'attente n'est fait que s'élargir après la province du Congo central. C'était le tour des provinces du Haut-Katanga, Olomami et Lualaba de bénéficier de l'opération d'accréditation des observateurs long terme. Une responsabilité lourde au regard du processus électoral en cours qui conditionne plus de rigueur dans le travail. André Pungwe est vice-président de cette institution d'appui à la démocratie. L'observation électorale est donc un moyen efficace pour la préservation de la sincérité du scrutin. Bien menée, cette opération débarrassera de nos esprits l'idée de trucage et de falsification, autant dire qu'elle va assurer à coup sûr la plus grande transparence du processus électoral. Nos compatriotes mandatés par leur regroupement en vue d'assister à toutes les opérations électorales auront libre accès à tous les lieux où se dérouleront toutes les opérations électorales. Aussi, l'observateur est tenu de respecter les lois et règlements de la République, ainsi que les dispositions arrêtées par la Commission électorale nationale indépendante pour la bonne organisation du scrutin. L'environnement s'invite avec l'exploitation et la production du bois énergie qui exige la reconstitution du capital forestier qui s'amenuise d'année en année. Pour réglementer ce secteur, le ministère provincial de l'Environnement a organisé un atelier de validation des textes sur l'exploitation durable du bois énergie à Kinshasa. Christian Ilongo pour le reportage. La production et la commercialisation du charbon de bois et du bois de chauffe assurent un revenu à un grand nombre de personnes, tant en milieu urbain que rural. Les bois constituent la source principale d'énergie domestique pour les ménages de la ville-province de Kinshasa. Mais au bout de la chaîne, cette exploitation a des impacts socio-économiques et environnementaux. Ainsi, des analyses s'imposent pour mieux protéger l'environnement et améliorer la qualité de vie. C'est le leitmotiv de l'atelier de validation des textes réglementaires sur l'exploitation durable du bois de chauffe dans la ville-province de Kinshasa. L'objectif majeur de l'activité de ce jour est la maîtrise des différents paramètres de la filière bois-énergie avec comme objectif spécifique, entre autres, conscientiser les participants sur les réchauffements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre causées par la déforestation en République démocratique du Congo, sensibiliser sur l'activation de la taxe relative à l'exploitation et à la commercialisation de bois de feu et de carbonisation pour les financements des projets de reconstitution du capital, tâche dévolue au Fonds forestier national dans le but de prévenir les effets néfastes issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. Cet atelier va permettre d'intégrer la donne climatique dans les projets de développement de la ville et de sa population, étant donné que le réchauffement climatique est devenu une question de sécurité collective, appelant une réponse collective. La rencontre de ce jour permettra aux participants d'échanger et de réfléchir en vue d'une solution durable sur la problématique de l'exploitation du bois énergie. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et le Fonds forestier tiennent
à ce que la perception de la taxe d'abattage des bois de feu de carbonisation soit effective. Le Fonds forestier national, instrument gouvernemental de la gestion durable des forêts, a une vision claire du financement des opérations de reboisement de la reconstitution du capital forestier. Des conclusions et recommandations issues de cet atelier seront soumises à l'appréciation du gouverneur de la ville-province de Kinshasa en vue d'aboutir à une fiscalité cohérente, stable et transparente dans les secteurs de l'exploitation et de la commercialisation du bois de chauffe et de carbonisation. Autre chose, lancement hier de la campagne médiatique sur Mobile Money. Le programme Élan RDC aura 3 mois pour sensibiliser et éduquer la population congolaise sur l'utilisation du système de Mobile Money. Le but est d'améliorer l'accès et la qualité de ce service chez les utilisateurs des téléphones mobiles en République démocratique du Congo. Seulement 5% de la population congolaise bancarisée selon le rapport de l'étude menée par Élan RDC. Pourtant, ce taux devrait être revu à la hausse avec la mise sur pied des services Mobile Money lancés au pays depuis 2012. Voilà qui a poussé les initiateurs de cette enquête à sensibiliser davantage la population sur les avantages du système Mobile Money. Élan RDC, en appui avec la Banque centrale du Congo et des sociétés de télécommunications, voudrait amener les Congolais à la culture de la bancarisation via les téléphones. Nous lançons cette campagne aujourd'hui afin de permettre à la population de pouvoir recueillir plus d'informations sur les services avant de l'intégrer dans leur vie quotidienne. Notre souhait est qu'à l'issue de cette campagne d'éducation qui va s'étaler durant les 3 mois à venir, c'est que la majorité des chaînes de télévision et radio locales, la population congolaise, puisse accroître ses connaissances concernant les services de Mobile Money et les avantages qu'il offre. À travers cette campagne, les opérateurs de téléphonie mobile comptent imprégner les bénéficiaires de leur vision sur l'évolution de ce produit en RDC. La téléphonie mobile a également permis à la révolution technologique de devenir accessible pour toutes les couches de la population, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, notamment à travers des produits et services tels que l'agent mobile, pour ne citer que celui-ci. Et donc là, on soulève finalement surtout un problème éducatif, et c'est pourquoi je pense que la campagne qu'on est en train de mener ici a vraiment ce rôle primordial d'éduquer, d'informer l'ensemble du marché. Par ce geste, Élan RDC vise à améliorer le revenu des Congolais d'ici à 2020 afin de bâtir une économie congolaise plus performante et inclusive. On parle sport. CAN Gabon 2017, les Léopards de la République démocratique du Congo jouent ce dimanche à Bangui contre les Fauves de Bassou-Bangui de la Centrafrique. Match comptant pour la 2e journée des éliminatoires CAN Gabon 2017. Paul-José Kembo, Rémi Moulumba et Jires Kembo ne seront pas alignés avant de régulariser leur dossier administratif. Toutefois, sur le papier, la République démocratique du Congo restait favorite pour ce match. Et Pefkin, le football reprend ses droits avec le début du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Cet après-midi, au Stade Père-Affaire de Lakétul, de rencontres sont au programme. L'AS Bandal croise le Real de Kinshasa en première confrontation et le FC Renaissance affronte le FC Djak en 2e affiche. 11e Jeux africains à Brazzaville, septembre 2015. La flamme a été allumée officiellement ce vendredi 4 septembre dans la cité de Kintele. Le tennis de table entrera en compétition à partir du 10 septembre prochain. Pour le président de la Fédération congolaise de tennis de table, Mathieu Mwanambuta, la République démocratique du Congo part à ces Jeux pour gagner plus de médailles tout en véhiculant le message du concept Ebisso. Encore à Kinshasa, les pongistes du Congo démocratique sont prêts pour affronter leurs adversaires à partir du 10 septembre prochain à Brazzaville aux 11e Jeux africains. Investis du message que véhicule le concept Bisso, ces sportifs de tennis de table sont fiers de faire chanter le debout congolais à Brazzaville. Le concept Bisso c'est la RDC, ce concept que PDG Moutamba a mis en route est un très bon concept. Notre fédération a estimé que mentalement cela doit nous booster, puisque nous sommes dans cette tenue, nous et les athlètes,
nous allons nous battre pour le pays. Et c'est ce que recommande ce concept. Et tout faire pour que la RDC soit valorisée. Nous tenons à ce que ce concept soit vulgarisé à l'international. Nous y allons. Et bien, au retour, nous nous rencontrerons. C'est qui est sûr que nous sommes déterminés à nous battre à Brazzaville. L'objectif, c'est remporter des médailles avec fierté et manière d'être congolais. Vous voulez manger un chat? Non merci, vous devez sans doute emboîter mon pas pour protéger cet animal ami de l'homme qui miaule dans certaines casseroles des maisons de Kinshasa. Les chats ne circulent plus le long de murs puisqu'ils sont attaqués sans cesse pour la consommation par des êtres humains. Suivant ce reportage. Le chat, animal domestique, ami de l'homme. La cohabitation entre les deux êtres a été plutôt toujours bonne. Seulement, il semblerait que cette familiarité entre cet animal et son maître serait en mal au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. Et pour cause, la chair de cet animal serait très prisée par les consommateurs. Je mange le chat depuis mon enfance et je sais que c'est un animal comestible. Nous le mangeons en groupe après que l'un de nous en ait attrapé un. Moi qui vous parle, je mange. Il est attrapé, nous le mangeons. On ne le mange pas chaque jour comme les frentins ou comme d'autres viandes. Non. Parce qu'il est rare de les manger. Il n'y a aucun mal à manger le chat. Assez rapide, plutôt souple dans sa course, il n'est toujours pas aisé de l'attraper. Il faut user d'une certaine technicité pour l'avoir sur sa table. D'autres chats, par contre, sont livrés à leurs consommateurs par leur propre maître. Leurs maîtres nous les vendent souvent lorsque ces derniers deviennent rebelles ou incontrôlables. Nous demandons toujours s'ils sont vaccinés avant. Si c'est le cas, nous ne les prenons pas. Il est difficile pour l'attraper. Si vous voulez attraper les chats, il faut que vous soyez souple. Si vous n'êtes pas souple, peut-être vous serez abîmé par... si c'est des crampes. Nous leur mettons du Valium dans de la nourriture pour les endormir, puis nous les achevons à coups de bâton. L'animal est fumé, puis découpé pour être ensuite épicé. Il n'y a aucun mal à manger le chat. Du coup, se sentant en danger, l'animal a ses heures et ses points de fréquentation. Il faut bien éviter de se retrouver sur la table de ses bourreaux. Il devient rarement parce qu'on les mange. Oui, on les mange, ils craignent aussi, tout le monde crée, lui aussi crée aussi la mort. C'est bien que je passe là-bas, on risque de me tuer. Et pourtant, il est devenu rare. Ils ne sont pas comme les chèvres. Qu'il soit domestique, son maître ou sauvage, il est la cible d'une consommation accrue avec des risques importants de contamination des maladies et sa source de provenance reste variée. Quelqu'un qui mange un chat qui n'est pas vacciné, il y a un certain risque qu'il est en train de courir parce que cet animal, les chats, ils sont porteurs de beaucoup de maladies. Et la plupart du temps, c'est au moment où on est en train de l'abattre, de les couper pour préparer, qu'il y a beaucoup plus de risques de se faire contaminer par rapport à telle ou telle autre maladie. Mais maintenant, une fois déjà préparé, c'est comme chaque denrée alimentaire, une fois préparé, les risques de contamination de beaucoup de maladies ne sont pas exclus à 100%, mais diminuent vraiment considérablement. Cependant, la législation congolaise en la matière souffre du manque d'infrastructures dans son application. La législation pour tout animal errant, il est à arrêter, à attraper plutôt et à garder en quarantaine. Maintenant, par manque de structures où on peut garder l'animal en quarantaine pour retrouver son propriétaire, il n'y a pas de structures qui peuvent... Parce qu'à Kinshasa, il y a autant de chats errants, il y a autant de chiens errants. Donc, on n'a pas de structures bien équipées où on peut attraper tous ces animaux et puis les garder quelque part en attendant de retrouver leur propriétaire. Comme il n'y a pas ces structures, quand on attrape un animal comme ça, il faut l'euthanasier. Ces propos du vétérinaire nous ont conduit à contacter la maison communale de Ngaliema, dont le personnel n'a pas voulu émettre d'avis sur le fonctionnement de ces services d'hygiène qui devraient pourtant prendre en charge ces animaux. Favorable auprès des consommateurs des chats, un animal ami de l'homme depuis. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de rester avec nous.